Nous allons parler des défis et des priorités de l'éducation supérieure au Honduras, qui est un sujet spécialement important, étant donné que tout de suite après cet exposé, on va procéder à la signature de la convention de cofinancement de bourses entre l'Université autonome du Honduras et l'ambassade de France au Honduras. Nous signerons également les déclarations d'intention pour la création d'une section culturelle franco-hondurienne. Bonjour, je remercie les représentants des universités françaises qui sont venus au Costa Rica, en Amérique centrale, aux ambassadeurs de France en Amérique centrale, les recteurs des universités du Costa Rica, membres de CONARE, qui sont les hôtes de cette réunion, les collègues recteurs centra-américains qui sont ici aujourd'hui pour assister demain à la session ordinaire du SUCA. Je voudrais parler de la grande opportunité que représente pour nous cette réunion afin de trouver des espaces de coordination, des réunions et d'alliances dans ce processus, sous notre responsabilité de diriger le système d'éducation supérieure au Honduras. L'État du Honduras octroie à l'université par un article de la Constitution l'exclusivité d'organiser, de diriger et d'organiser l'éducation supérieure au Honduras. Le système est intégré par un conseil d'éducation supérieure avec 12 membres, dont 6 appartiennent à l'Université autonome du Honduras, aux 3 autres universités publiques et 3 autres appartiennent aux universités privées. Cet organisme est présidé par la présidence de l'Université autonome du Honduras. Ce système est intégré par 20 universités, dont 6 sont financées par des fonds publics et 14 sont privées. L'inscription des universités, les barres bleues, représente les inscriptions aux universités publiques, ce qui totalise parmi les 6 universités publiques 123 036 étudiants, ce qui représente un peu plus de 60% des inscriptions dans le système. Dans ce sens, le poids de la formation correspond au système public. Les universités privées ont moins de 40% en tout. Si nous parlons de la présence dans notre pays des universités publiques et privées, nous pouvons remarquer une couverture géographique assez importante. Nous sommes présents dans presque tous les départements du pays. Et les 2 systèmes ou les 2 sous-systèmes, aussi bien les systèmes publics que le privé, ont une présence significative. Il est donc pour nous qui voyons le système dans son ensemble, il ne s'agit pas tellement d'un sujet de couverture géographique, mais d'accès à l'éducation supérieure et à la pertinence qu'il faut améliorer. La pertinence veut dire que nos universités proposent des plans d'études qui répondent aux besoins de la région. Si nous regardons les inscriptions selon les domaines des connaissances, nous pouvons voir ce graphique en bleu, les sciences sociales, éducation, commerce et droit, qui reçoit 40% des inscriptions. La moindre couverture est faite par les sujets agricoles. Il y a 3 universités qui travaillent dans les sujets agricoles et les services, qui est un domaine que nous commençons à peine à préparer dans le pays.
Si nous voyons l'offre selon le niveau académique, nous voyons 14%, ce sont des techniciens universitaires avec 61 plans d'études, 52%, ce sont des licences, 227 licences, 26%, c'est des masters, et dans la majorité des cas des masters professionnels, il y a dans un moindre pourcentage des masters académiques. Et ensuite, il y a 8 doctorats, 2%, et 6% des spécialités. Ici, nous avons les spécialités médicales. Et les spécialités médicales normalement sont formés à l'université autonome du Honduras ainsi que les autres spécialités. Il y a les sous-spécialités. Il n'y a pas d'autres universités qui puissent faire des études supérieures ou des spécialités, des études post-universitaires ou des spécialités dans le pays. Les priorités du pays sont définies dans le plan du pays, les priorités de la région et les ODM, les objectifs de développement du millénaire. Nous pouvons trouver qu'il y a des sujets communs, des coïncidences parmi eux la pauvreté, la productivité, la croissance économique, la démocratie, la sécurité citoyenne, l'inclusion sociale, l'éducation, la santé publique, les changements climatiques, l'énergie durable et l'infrastructure. L'université a fait un exercice de comparaison par rapport aux autres universités et on a fait une étude avec d'autres universités de la région pour connaître la pertinence, comme l'a indiqué tout à l'heure, la correspondance des études proposées avec ce sujet prioritaire et nous avons constitué des plans pour une relève générationnelle et nous sommes en train d'envoyer actuellement le premier groupe. J'en parlais avec monsieur l'ambassadeur de France. Dans ce premier groupe, personne n'est parti en France et nous pouvons penser qu'il s'agit là d'un problème de langue. Mais ces groupes de mobilité des étudiants partent dans des universités anglaises, espagnoles ou en Amérique du Sud à l'université de Buenos Aires, de Campinas, de Sao Paulo et à l'UNAM au Mexique, tout cela en Amérique latine. Et ce que nous considérons une priorité pour nous est l'enseignement d'une seconde langue. Nous sommes une université publique et la plupart de nos étudiants proviennent des écoles publiques et n'ont pas une seconde langue ou une langue étrangère dans leur formation. Parmi les normes universitaires chez nous, il est prévu l'enseignement obligatoire d'une seconde langue et nous y travaillons, ou d'une première langue étrangère, et nous y travaillons selon ces projets qui ont été approuvés il y a 2 ans. Nous devrons commencer en 2018. Nous allons inaugurer ces centres d'enseignement des langues pour des diplômés universitaires. Lorsque nous voyons les priorités du pays de la région, nous savons qu'il y a un problème de couverture et un problème de discipline. Et si nous voyons le problème de la couverture, comme vous avez vu sur la carte, il y a la présence des universités dans la plupart des départements du pays. Mais le problème, c'est que nous proposons les mêmes études, les mêmes plans d'études partout. Les universités privées ont ouvert sur les mêmes études développées par les universités publiques. Les universités publiques avons des missions particulières et dans le cas de l'université autonome, nous développons tous les domaines, toutes les disciplines, mais
nous formons des enseignants pour le système de l'éducation nationale, mais l'université par exemple, de l'agriculture et de l'élevage forment des professionnels dans ce domaine, mais les universités publiques peuvent travailler dans toutes les disciplines de la connaissance et plus qu'un problème des couvertures, c'est la pertinence de savoir si nous développons une offre thématique qui correspond aux besoins du pays. Nous sommes en train de travailler pour assurer la qualité et pour harmoniser les normes avec les restes des pays d'Amérique centrale. Nous avons travaillé sur un plan de réforme et nous sommes en ce moment à la dernière phase d'application de ces normes. Lorsque nous voyons les priorités de l'université, nous pensons au renforcement des trois fonctions de base, l'enseignement au niveau des diplômes et des diplômes supérieurs. Nous essayons d'élargir l'offre et c'est pour cela que nous travaillons à la relève des enseignants par rapport aux générations, aux nouvelles générations. Et nous travaillons avec d'autres universités pour le double diplôme, notamment avec des Espagnols, des universités espagnoles. Et nous partageons des programmes d'études avec d'autres universités et les professeurs voyagent pour développer les plans d'études de nos universités. Et dans le domaine de la recherche, nous avons les priorités définies par le pays et les priorités définies par l'université et nous essayons de faire un lien entre les priorités nationales et les priorités universitaires. Et puis finalement, nous avons le sujet, la fonction du lien de l'université avec la société. Nous travaillons à développer les domaines de connaissances et les priorités académiques. En ce qui concerne les priorités de recherche, vous voyez un tableau qui a 4 colonnes, dont la colonne bleue concerne les priorités définies par l'université. Et nous voyons là les axes définis par le pays dans le plan de développement national. Et nous avons les domaines de coïncidence avec les domaines des priorités établies par l'EXUCA et par les objectifs du millénaire, la pauvreté, l'inégalité, la globalisation, la mondialisation, la productivité, la compétitivité, la démocratie, la citoyenneté, la participation, les conflits politiques et sociaux, la population, les besoins de base et la transition démographique, l'éducation, la science et la culture, la santé, l'État et la société, sécurité et violence. Ce sont des sujets prioritaires pour notre université et ce à quoi on travaille en ce qui concerne le programme de bourse, aussi bien pour les études supérieures que pour la mobilité et la relève générationnelle, ainsi que pour les bourses de recherche. L'université a un hôpital universitaire où l'on développe les spécialités médicales. L'un des problèmes principaux, voici les indicateurs les plus visibles que nous avons. 279 000 attentions de consultation externes spécialisées, 205 000 attentions en urgence, plus les urgences des cliniques en périphérie. Et en ce qui concerne l'attention des urgences, cela concerne notamment les maladies tropicales. Nous avons dû faire face à deux nouvelles maladies, le chikungunya et le Zika, avec les conséquences que cela représente. Et notre faculté des sciences médicales, en lien avec l'Institut Louis Pasteur, est en train d'étudier la Aedes aegypti
et les entomologues de l'unité de biologie de l'université. Et dans le centre d'études génétiques, y travaillent et nous voyons qu'il y a donc là un grand potentiel de recherche en ce qui concerne les maladies tropicales, car pour nous, le sujet de la gestion de l'hôpital constitue également un sujet de recherche, ainsi que les maladies non transmissibles telles que le problème rénaux ou le diabète qui représentent une charge énorme pour nos pays, mais aussi par rapport au programme qu'on est en train de mettre en œuvre d'attention primaire dans le domaine de la santé et dans la prévention. Dans le domaine de l'agriculture, un sujet prioritaire pour nous est la recherche, surtout dans ce qui concerne la culture du café et des agrumes, en ce qui concerne les ressources maritimes et côtières. Et nous dédions à cela la plupart des ressources de l'université, dans la recherche et dans la mobilité des enseignants vers d'autres universités au Mexique, aux Caraïbes. Et voici un sujet qui nous préoccupe notamment dans le sens en ce qui concerne la pression du tourisme sur les écosystèmes maritimes, et l'université les étudie par les échanges, l'observatoire du changement climatique. Et pour nous, dans la recherche dans ces cas-là est très importante, et nous y travaillons avec la collaboration de Taïwan, surtout en ce qui concerne les agrumes. Nous travaillons aussi avec l'Institut interaméricain de coopération pour l'agriculture, IICA. Et pour nous, tout ce que nous pourrons faire dans le domaine de la recherche en agriculture est très important. Par exemple, les maladies du café et des agrumes nous a beaucoup frappés. Ainsi, un autre domaine, c'est la pêche artisanale au golfe de Fonseca, qui est un golfe trinational qui subit une énorme pression sur les ressources maritimes et côtières et de pêche, et notre université y met beaucoup d'efforts pour travailler dans la recherche à cet endroit. Voyons donc les conclusions qui deviennent pour nous des défis. Nous sentons que sur nos universités pèse la pression et la responsabilité de la recherche des réponses aux problèmes de notre pays, notamment dans la recherche scientifique. Les États, et notre pays en particulier, n'ont pas de sciences, de centres et de technologies. C'est un pays qui est faible dans ce domaine, et donc les possibilités de recherche reviennent aux universités. En ce moment, les universités en alliance avec d'autres universités, et grâce à la coopération internationale, dont la coopération japonaise, COSUDE dans le sujet du changement climatique, avec le Japon dans le domaine des risques et des vulnérabilités, avec d'autres universités avec lesquelles nous travaillons. Nous avons les alliances que nous avons faites pour aller au-delà dans la recherche, mais en ce qui concerne la santé, la production et la vulnérabilité, l'eau, qui est une ressource qu'il faut gérer de manière efficace, les nouvelles énergies, ce sont des sujets sur lesquels nous portons notre recherche, et pour lesquels nous voyons les besoins d'une formation professionnelle. C'est un
des déficits les plus importants. Nous sommes professionnels dans les sciences. Ce que nous voudrions avoir des professionnels qui puissent nous aider dans les programmes d'études supérieures. Ce n'est pas, nous n'avons pas tellement de problèmes au niveau des licences, mais au niveau des études supérieures. Il faut renforcer la composante de l'enseignement. Et comme je vous le disais, l'université, il y a 2 ans, a placé des ressources de son budget pour la relève générationnelle et nous avons déjà envoyé un premier groupe à l'étranger et nous sommes en train de faire de la convocation pour la participation de l'année prochaine. Cela doit correspondre aux priorités de l'université et aux priorités du pays sur son plan de développement. Les 5 priorités que je vous ai montrées pour le système de l'éducation supérieure présentent différents degrés de progrès. Et dans ce sens, dans le rectorat du système de l'éducation supérieure, nous avons le propos d'établir des projets de formation enseignante qui incluent tout le système. Nous travaillons à l'harmonisation du cursus des crédits académiques, la reconnaissance mutuelle des diplômes et le cadre des qualifications. Merci. Un énorme remerciement à l'IFAC pour avoir pris cette initiative d'organiser cette réunion si importante pour un ambassadeur. C'est énorme d'être ici en face de ce nombre d'institutions françaises qui ne seraient jamais venues au Guatemala, ainsi qu'en face de 19 recteurs des universités de l'Amérique centrale. Je vais changer en français parce que, comme mes collègues l'ont dit avant, je suis ici pour convaincre les universités françaises de découvrir ou de mieux connaître le Honduras et nous présenter les secteurs de coopération que nous sommes en train de développer au Honduras. Quelques éléments de contexte et ensuite donc, je développerai les pistes que nous avons développées en matière de coopération avec le secteur éducatif et en particulier l'Université autonome du Honduras. Le Honduras est probablement le pays d'Amérique centrale le moins bien connu en France. C'est un peu injuste. Bon, il y a de nombreuses raisons, et notamment des raisons historiques, mais c'est un pays qui fait face à de grandes difficultés, à la fois, déjà par commencer des difficultés en matière d'environnement. C'est un pays qui est très vulnérable, et avant même qu'on parle beaucoup de changement climatique, il y a eu un événement qui a traumatisé ce pays en 1998, c'était l'ouragan Mitch, qui a véritablement dévasté le pays, et en particulier la capitale Tegucigalpa, et qui a à l'époque motivé la communauté internationale pour mettre en place des programmes de coopération très importants pour remonter et reconstruire le pays qui avait beaucoup souffert. C'est un pays qui continue à souffrir du changement climatique, des sécheresses, des ouragans et plus des fléaux liés au changement climatique comme des maladies qui touchent la forêt. Un autre problème aussi qui est important et qui ensuite lié à nos sujets, c'est aussi la violence, une violence endémique dans le pays, liée au trafic de drogue. Honduras est un pays de passage, comme tous les pays d'Amérique centrale, mais pas simplement lié au trafic de drogue. Il y a une violence présente dans ce pays, auquel le gouvernement tente de répondre et commence à avoir des résultats. Depuis 3 ans, une politique forte a été menée pour lutter contre la présence de la violence dans le pays. Alors là aussi, beaucoup de facteurs, mais il y en a un qu'il faut prendre en considération et qui a aussi soulevé mon collègue du Guatemala hier. C'est un pays qui vit aussi une transition démographique.
il y a encore une fécondité très importante au Honduras, plus de la moitié de la population a moins de 25 ans, et donc vous avez une jeunesse qui, pour une grande partie, ne travaille pas encore et a quitté le milieu scolaire, et donc se retrouve un peu en liberté et parfois dans des réseaux criminels. C'est un enjeu important de développement pour le Honduras, de traiter ce problème. Et la France, depuis 4 ans, a une coopération certes limitée, mais essentiellement donc consacrée à appuyer l'éducation au sens large au Honduras, aussi bien dans le système primaire et secondaire qu'à l'université. C'est un enjeu essentiel pour nous, car former la jeunesse, c'est préparer le futur et notamment aider au développement du Honduras. Nous avons une tradition et qui a été initiée bien avant d'appui à la formation de professeurs du français. Le français est présent et l'enseignement du français est présent dans d'autres structures. Il y a un lycée franco-hondurien qui est un très bon établissement et qui a une très bonne réputation, tellement bonne qu'on va inaugurer la construction d'un nouveau lycée pour étendre, vu la demande qui est croissante. Il y a des alliances françaises, mais au sein de l'université, depuis plusieurs années, s'est développée une coopération pour la formation et la pédagogie, pour former des professeurs en matière de français. Donc nous allons continuer évidemment cette action de coopération, en appuyant à travers l'activité de l'IFAC le travail qui est fait au sein de l'université pour former ces professeurs en langue française, pour ensuite disséminer évidemment dans la structure éducative du pays ces professeurs de français. Nous avons signé au mois de février dernier avec le ministre de l'Éducation, que je salue ici présent, Marlon Escoto, un accord de coopération qui tente à réintroduire le français au sein des écoles, et notamment des écoles primaires, parce qu'il y a encore quelques années, le français était obligatoire au sein de l'enseignement hondurien. Il a été remplacé par l'anglais, mais notre volonté, c'est de le réintroduire progressivement, en ayant pour un objectif modeste mais réaliste de 5 écoles par an. Le deuxième appui, c'est aussi un appui à l'enseignement professionnel au sein de l'éducation secondaire, la formation et le développement d'équivalents de bac professionnel, et ensuite un appui à l'enseignement des sciences à travers l'initiative qui s'appelle les petits scientifiques, que nous allons aussi développer au sein du ministère, avec l'aide du ministère de l'Éducation. Je parle là d'un niveau infra-universitaire, mais pour bien montrer que les deux sont évidemment liés, puisque la formation des professeurs de français servira à alimenter le réseau des professeurs au sein du système éducatif global. Une autre priorité, c'est celui qu'a évoqué la rectrice, de développer notre coopération dans le domaine médical. L'Amérique centrale fait face à de nouveaux défis en matière de santé publique, l'apparition du Zika, mais aussi la présence plus ancienne de la dengue, du chikungunya et d'autres maladies transmissibles dans la région, nous ont en fait conduit à réfléchir avec Sanofi Pasteur à comment essayer de coordonner mieux à la fois le travail qui est fait par les chercheurs sur place, les médecins, les autorités sanitaires, et ce que nous pouvions apporter avec le savoir-faire et l'expertise d'un laboratoire comme Sanofi Pasteur et son partenaire, l'Institut Pasteur. Pour lier des liens avec la faculté de médecine, nous avons de l'UNA, nous avons la chance d'avoir un doyen qui est francophone, francophile, qui a fait une partie de ses études en France et qui était passionné par les complications du Zika. Il est neurologue et il se trouve qu'une des grandes complications du Zika, ce sont les maladies neurologiques comme celle de Guillain-Barré. Et donc nous avons organisé au mois de mai dernier un colloque sur les 3 maladies, Zika, chikungunya, dengue, un colloque régional avec des chercheurs. Il faut savoir que notamment
le vaccin contre la dengue qui a été préparé par Sanofi Pasteur a été en partie dans les phases d'essai réalisées avec des chercheurs honduriens et des chercheurs colombiens en Amérique du Sud. Et donc l'idée, c'était de voir comment on pouvait trouver des synergies en Amérique centrale sur ces sujets et de développer notre coopération. Il y a une grande attente en domaine de la coopération médicale au Honduras de la part de la faculté de médecine, et nous pensons que nous pouvons, notamment avec des formations en alternance, pour des médecins ou des doctorants qui peuvent aller passer quelques mois en France, revenir au Honduras, mettre en place ces programmes de coopération dans le domaine médical. Nous avons aussi développé des bourses à la destination des étudiants pour aller travailler et développer ces formations en maîtrise ou en doctorat, et aussi bien sûr des bourses pour des formations présentielles en France, avec l'appui d'un organisme qui s'appelle Hondo Futuro, qui est un organisme hondurien composé d'entreprises honduriennes qui offrent des bourses ou des crédits bourses à des étudiants. Chaque année, il y en a à peu près 25. Et nous avons un accord avec cette association Hondo Futuro où nous participons, où nous cofinançons ces bourses pour aider donc de jeunes Honduriens à partir étudier, notamment en France. Nous avons aussi la volonté de développer des doubles diplômes. C'est le cas avec l'université de Saint-Étienne. C'est quelque chose qu'on va essayer d'aller et de développer au-delà avec d'autres universités en France. Voilà, c'est un peu un panorama rapide que je vous fais, en sachant que nous sommes encore aujourd'hui, nous avons la chance, au-delà de la coopération que nous développons avec l'IFAC, d'avoir encore une coopération bilatérale. C'est une des seules ambassades dans la région qui a une coopération bilatérale en matière d'éducation. C'est une reconversion de dette qui nous permet d'appuyer le secteur de l'éducation au niveau plutôt là primaire, dans le cadre d'un fonds commun que nous avons fait avec des partenaires canadiens, espagnols et allemands, où là nous développons une coopération très pratique, où nous finançons des pupitres, des livres, où nous appuyons au développement d'écoles sur le terrain. Voilà un panorama très rapide de ce que nous faisons au Honduras, ciblé sur l'éducation universitaire, mais aussi au niveau infra-universitaire, école primaire et secondaire. Merci. Les intervenants de votre participation. Maintenant, nous allons signer l'accord de cofinancement de bourse entre l'Université nationale autonome du Honduras et l'ambassade de France au Honduras. Cet accord ratifie l'accord de coopération culturelle, technique et scientifique entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République hondurienne, signé le 13 janvier 1968 à Tegucigalpa. L'accord cadre de collaboration académique, scientifique et culturelle, signé par les parties le 25 septembre 2014, ainsi que la volonté commune de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine de l'éducation supérieure entre la France et le Honduras, et le souhait de consolider les relations entre les universités publiques françaises et honduriennes. L'intérêt de l'Université nationale autonome du Honduras de monter le niveau académique de l'éducation supérieure dans ce pays, en mettant attention particulière à la formation des professeurs universitaires, d'établir des alliances stratégiques pour mettre en pratique le programme de relais, mise à jour des enseignants administratifs et l'action de l'Institut français de l'Amérique centrale pour promouvoir la coopération universitaire et la mobilité des étudiants. Un applaudissement pour les signataires. Et maintenant, on va passer à signer la déclaration d'intention pour la création d'une chaire culturelle franco-hondurienne.
Cette déclaration d'intention ratifie l'accord de coopération culturelle, technique et scientifique signé le 13 janvier 1968 à Tegucigalpa entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République hondurienne, auquel les deux gouvernements se sont engagés à mettre en pratique le moyen nécessaire pour une meilleure connaissance mutuelle de ces langues, de ces civilisations. Il ratifie l'accord cadre de coopération académique, scientifique et culturelle signé par les institutions signataires le 25 septembre 2014, ainsi que la volonté des deux parties de promouvoir l'internationalisation des programmes académiques et la diffusion de la culture des sciences françaises. Bon accord renforce l'enseignement de la langue française et favorise la responsabilité académique entre les deux pays.